petite chose anecdotique à dire, c'est que vous voyez à quoi correspondait ce qu'on appelait le cinéma ultramobile et portatif à l'époque. C'est une caméra de 9 kg, un magnéto de 9 kg relié par un fil, avec un micro également relié par un fil. C'est ce qu'on appelait le cinéma direct. Donc évidemment, aujourd'hui, ça peut faire sourire face à tous ces appareils incroyables qu'on a tous dans nos poches. Et la question est la suivante, est-ce que Internet et Facebook et les selfies ont multiplié ce genre de dingue? Question extrêmement contemporaine. Vous voyez que la pollution, c'est pas d'hier non plus, hein. La dame à la Thunderbird, la pointe sur son corsage. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Je l'ai choisi un peu à rebours. C'est-à-dire pour montrer que si la prise de vue est la prise de vue de quelqu'un, nous nous trouvons enfermés dans son regard, et l'habeas corpus, si j'ose dire, des gens dans le champ est annulé. C'est-à-dire qu'on se trouve pris comme Penny dans une cage, lui-même se trouve pris d'ailleurs, il s'y jette dans cette propre cage, puisqu'il est à la fois le filmeur et le filmé, et finalement il finit par ne plus tutoyer que Éclair et Nagra. Exit toutes les interactions humaines. Donc ça, je voulais vous montrer ça parce que la prochaine fois, on verra ce que c'est qu'une caméra ultra objective avec le film Notre pain quotidien de Gerhalter, qui est un documentaire sur Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Là, le paradoxe est le suivant. Nous acceptons de voir des films filmés par personne. Nous acceptons, le film commence, et nous acceptons de voir par les yeux de personne un film qui se déroule tout seul, sous nos yeux, où l'action se joue, le sens se noue, etc. Cette identification primaire est très paradoxale parce que, d'une certaine manière, cette caméra objective, elle disparaît derrière ce qu'elle filme et elle nous fait croire, et nous sommes prêts à le croire le temps de la séance, que personne ne nous montre le film, que le film se montre tout seul. Remarquez le danger qu'il y a dans cette figure de style, parce que c'est une objectivité narrative. Quand on l'exporte dans le documentaire, ça devient extrêmement dangereux. Ça devient la télé prétend nous montrer de manière objective le monde comme il est. Mais comment il est le monde? Vieille question philosophique. Ben, il est très compliqué. Ça dépend du point de vue qu'on adopte. Ça dépend des questions qu'on se pose. Ça dépend du sujet qu'on traite, etc. Donc ici, je vous ai montré l'inverse, c'est-à-dire que si la logique veut que pour qu'on croie au film, il soit filmé par quelqu'un, ben voilà ce que ça donne. Ça donne un enfermement complet dans une vision subjective qui devient très vite solipsiste, voire presque autiste, et qui est dans un rapport de sadisme avec les gens qu'elle filme, dans un rapport d'agression. Penny, si je peux dire, dès la 12e minute, elle dit « arrête, sinon je m'en vais ». On sent qu'elle ne va pas supporter d'être le sujet de l'expérimentation. Alors, est-ce que c'est du documentaire ou de la fiction? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus ou des questions? D'abord, c'est un film de McBride, et McBride, c'est pas le personnage qu'on voit. Exactement. Et c'est David Holzman qu'on voit. Voilà. Donc, oui, mais alors, effectivement, vous avez raison. À l'époque, plein de gens ont cru que c'était un film de cinéma vérité. Mais remarquez que quand j'ai quitté l'université, il y a 4 ans, il y avait une de mes étudiantes qui a commencé un master sur Punishment Park de Peter Watkins, 1971. Et en lisant ses premiers essais, sa première rapport, elle croyait que ce documentaire était véridique. Ce qui, quand même, a fait problème parce qu'il s'agit d'un camp punitif. Pendant la guerre du Vietnam, les opposants à la guerre du Vietnam sont envoyés dans ce camp pour ne pas prendre 10 ans de prison ferme. Ils ont 10 minutes d'avance ou 1 heure d'avance, et après la police les chasse comme des animaux sauvages et les abat. Et j'étais stupéfait qu'elle ait pu croire, donc, il y a 5 ans de ça. Donc ça donne une image de l'Amérique intéressante. Remarquez, avec Trump, je pense que, voilà, on peut dire que Punishment Park va devenir une sorte de film avant-courrier
Hein. C'est vrai que même à l'époque de la guerre du Vietnam, des déserteurs et tout, l'Amérique n'en était pas quand même arrivée à ces tribunaux d'exception et à ce punishment park où la police se livrait pour s'amuser à la chasse à l'homme. Peut-être qu'au fond, on va y venir, espérons qu'on n'y viendra pas. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un film signé Jim McBride. Or, le film s'appelle David Holzman Diary. Et si on laisse courir le générique, ce qui n'a pas été le cas ici, mais ce qui est toujours un indicateur très important pour se repérer dans les films, on verra que le rôle de David Holzman est tenu par Kit Carson. Donc on a on a un nom, un acteur et un filmeur. Moi, ce que j'aime assez, c'est cette descente aux enfers et cette fin absolument extraordinaire, où le gars finit dans un photomaton avec son disque enregistré, on lui a piqué tout son matériel, je crois que le film va être fini. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas le faire comme Bartleby, mais voilà. Mais en même temps, nous, on est content qu'il l'ait fait parce qu'on a appris. Si on est patient, parce qu'il y a des longueurs, hein, c'est du plan séquence. Hein. C'est là-dessus qu'est basé le cinéma direct. On a quand même appris quelque chose sur les limites de ce dialogue exclusif dans l'axe sagittal. C'est-à-dire l'axe qui traverse l'objectif et qui va se ficher au fond du champ. C'est un axe de prédation. C'est-à-dire que le bon cinéma, comme dit son copain, tu es en train de faire un mauvais film, mais on apprend beaucoup de ce mauvais film, et ta vie n'est pas un script intéressant, ça peut-être qu'il faudrait l'envoyer à beaucoup de gens sur Internet aussi, hein, ou beaucoup de gens qui mettent sur Facebook leur vie personnelle, peut-être la croit-il intéressante, peut-être croit-il qu'elle va devenir intéressante parce qu'elle est sur Internet, c'est un peu la même illusion que là. Je pense que le film est très en avance et qu'il ouvre. On retrouve des interrogations similaires chez Wenders dans l'état des choses. Sur voilà, comment faire pour que le cinéma nous dise quelque chose de plus ou d'autre, etc. Mais la leçon qu'on retrouve dans Peeping Tom, si un jour on peut le passer, peut-être, espérons, c'est que il faut construire un espace objectivé dans lequel les acteurs puissent échanger regards, gestes, comportements, etc. C'est-à-dire un espace de cohabitation. Si on ne construit pas cet espace de cohabitation, tout le monde est prisonnier dans le regard du filmeur comme des oiseaux en cage, y compris lui-même quand il passe devant la caméra. Et il en arrive dans un élan de schizophrénie extraordinaire à la fin. « What do you want? Qu'est-ce que tu me veux ?» Il dit à Ingénieux, à Éclair et à Nagle. Là, on touche le fond. Parce que c'est un moment extraordinaire. Il joue très bien, d'ailleurs. Ça, c'est la grande remarque que ce film nous inspire. Et justement, dans Peeping Tom, il y a les plans filmés par le tueur, parce que lui, il utilise sa caméra comme un instrument de meurtre, carrément. Et le grand film, si j'ose dire, celui que fait Michael Powell autour de ce personnage, qui va finalement, un peu comme Rosetta aussi, découvrir l'amour, l'échange de regards, de gestes, etc. Quand il n'y a plus que ce vecteur sagittal dans un film, on est dans la prédation ou la fuite. Il ne reste, d'ailleurs, il y a cette scène formidable que vous vous rappelez, ça commence dans le noir, où il dit Penny est partie. Alors, on ne sait pas si c'est définitivement ou si qu'elle a quitté les lieux, etc. Mais je me suis levé cette nuit, je suis allé aux toilettes, etc. Et j'ai filmé cette beauté, etc. Donc, il y a un jeu, le son est fait après coup. On n'est plus dans le son direct. Le son est ajouté après coup. C'est celui du jour, du lendemain, ou je ne sais pas. Mais l'image est bien celle de la veille. Enfin, le temps de la développer, évidemment. Et il y a quelque chose d'à la fois merveilleux et pathétique, comme dans les scènes avec Sandra. Il cherche la beauté du geste. Ça, c'est très cinématographique. C'est le côté... les scènes avec Sandra, cette recherche de la beauté du geste, il dit Truffaut, elle dit Debbie Reynolds, quand elle remonte sa robe, elle se révèle. Il y a des gestes comme ça dans le néo-réalisme italien aussi. Alors, est-ce que le fait qu'elle ouvre le couvercle de la poubelle et qu'elle fasse ça avec la main est un geste qui la révèle? Il y a quelque chose d'assez formidable, je trouve. On est tous un peu comme ça. Enfin, pour ceux qui ont un minimum de sens esthétique, et on l'a tous. La beauté du geste. Et ça, c'est le côté cinéma de fiction du film. Les scènes de fiction, c'est pratiquement toutes les scènes avec Sandra. Ce sont des scènes de voyeurisme, mais où il y a quelque chose qui se passe. On regarde par les fenêtres, il y a le petit ami qui arrive,
il lui téléphone, c'est très drôle parce qu'il l'appelle Sandra, mais en fait elle ne s'appelle pas Sandra, donc il cherche d'autres prénoms en S, etc. Là, il y a tout un jeu avec le cinéma de fiction qui est très beau parce que c'est voilà, c'est la recherche de la beauté du mouvement. Il y a des scènes expérimentales en hommage au cinéma underground qui vient de naître aux États-Unis, hein, que ce soit Robert Frank, Jonas Mekas, etc. Tous ces cinéastes qui font de l'autobiographie, qui font du journal, de la chronique, hein, qui cherchent justement un cinéma non fictif. Et puis il y a cet hommage au cinéma underground avec une soirée de télévision où on prend une image de chaque plan. Et ça, c'est quand même extraordinaire comme digest. Pour ceux qui s'intéressent à cette question, je les renvoie un peu à un complément sur cette approche qui, lui, est en image fixe. C'est Harry Gruyert, le célèbre photographe spécialiste de la couleur, qui a fait en 1971. Il s'ennuyait à Londres et il a pris des photos, des instantanés, d'un écran de télé déréglé en couleur. C'est la valse des zombies, ça a quelque chose d'absolument terrifiant. Et là aussi, hein, cette espèce de vanité de cette doublure du monde, il se passe vraiment quelque chose de fort. Et puis, il y a des vrais moments documentaires. Il y a des vrais moments documentaires, et il y en a deux qui sont particulièrement frappants. Un, c'est La Dame à la Thunderbird, où là, effectivement, il y a une interaction parce qu'elle n'est pas l'oiseau qui va être pris dans le cadre, elle sort par la vitre de sa bagnole et elle en sort des vertes et des pas mûres, y compris au connard derrière qui, lui, je pense, ne fait vraiment que passer. Mais, et elle est tellement à l'offensive qu'une interaction se crée entre l'ansa de la caméra et le champ, alors que le reste du temps, il n'y arrive pas du tout. Avec Penny, Max lui envoie ses 4 vérités, scène formidable d'intelligence aussi, tout ce qu'il dit sur les rapports entre la réalité, l'enregistrement de la réalité et le vécu, c'est très, très puissant, très fin. Et puis cet autre moment, ce personnage est extraordinaire. Elle s'appelle la Dame à la Thunderbird et je pense qu'elle est authentique. Hein, c'est pas, son texte n'a pas été écrit. Hein, à tel point que le caméraman n'arrivait plus à répondre et que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Enfin bon, ça s'entend pas parce que les voix sont assez proches, ou plutôt elles sont très mal enregistrées, donc ça va. Mais il n'arrivait plus à trouver de réplique face à cette femme qui finalement parle des hommes comme les hommes parlent des femmes au bistrot, ou etc. Enfin, les hommes genre Trump. Encore une fois, qui sera décidément un personnage absent mais important de notre soir. Et puis cet autre moment documentaire qui est une trouvaille absolument formidable, cette espèce de travelling circulaire avec tous ces gens âgés, retraités, inactifs, assis en rond. Et tous ne voient pas la caméra parce que visiblement le caméraman doit porter la caméra sur son ventre et perpendiculairement à sa marche. Comme faisaient beaucoup de cinéastes du direct, prenaient des vues sans mettre la caméra à l'œilleton, comme c'était un des idéaux du cinéma direct, comme les cow-boys d'Egen. Il s'agissait de faire du cinéma à la sauvette, comme ça. Donc là, c'est un peu ça. Et une bande-son qui est une trouvaille extraordinaire, qui est un vote à l'ONU, avec tous les pays du monde, yes, no, abstention, qui défilent comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est une allusion au melting pot américain. On a l'Algérie, la Zambie. Enfin, c'est cette scène absolument sidérante. Et puis l'ironie de la fin, qui effectivement est assez féroce pour le personnage, mais nous pousse à bien réfléchir. Est-ce qu'après ce film, tout est fini, ou est-ce que la vie commence, ou est-ce que la question est posée. Peut-être, oui, alors je pensais aussi, j'ai noté ça en revoyant le film, il y a aussi, je vous ai renvoyé à l'album de photographie Shots, de TV Shots, de Gruyère, mais il y a aussi une nouvelle extraordinaire de Italo Calvino qui ressemble à cette descente aux enfers, qui s'appelle Aventure d'un photographe. C'est des petites nouvelles, qui s'appellent Aventure. Et l'aventure d'un photographe, c'est ça. Il commence par l'instantané, ensuite la pose, ensuite il coupe ses photos en morceaux, il les rephotographie. Enfin, c'est une espèce de course folle à la réalité. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce film, ce cinéaste, ou plus généralement sur ce que j'ai dit en prologue? Oui. Je voulais juste vous poser une question, faire une remarque. Dans l'espèce d'auto-interdit de la fin, là, quand il se filme en dialoguant à la fois avec le spectateur et ses appareils, en arrière-plan, dans le décor de sa chambre, il y a
silhouettes de robots. Je me suis demandé si c'était symbolique de ce qu'il voulait faire. Ah bah oui, ça je pense. Hein. Il parle du vol de ces deux magnétophones. Et puis, je n'étais pas arrivé à identifier le tableau. Je savais pas si C'est c'était... vraiment le tableau, c'est juste le personnage. Oui, le personnage. Je ne savais pas si c'était Caravage. Ouais. Ouais. Alors si c'est le tricheur, effectivement, ça en dit peut-être long. On a le tricheur d'un côté et Godard avec la vérité 24 images par seconde de l'autre. Donc quelque part entre les deux se joue sûrement quelque chose. Mais ce film aussi fait penser à Chronique, enfin indirectement, à Chronique d'un été de Jean Rouch, qui a fait scandale à l'époque parce que qu'est-ce qui nous montre ce film? Il nous montre que la vérité, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Ça n'appartient pas. C'est quelque chose d'un sens de la vie partagé. Et que quand on ne partage plus rien, ces appareils dits de communication deviennent évidemment un obstacle à la communication. Alors, effectivement, dans Rouge... Non, mais pourquoi le film a fait scandale? C'est que ce qu'expose Rouch, c'est... il le dit à la fin dans son dialogue avec Morin. Morin, il dit, non, mais là, il y a des moments, ils ne mentent pas. Ils sont vrais. Oui, mais eux ne le savent pas, répond Rouch. Qui est quand même un des grands spécialistes de la possession. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que voilà, il y a des règles du jeu social, un film peut être un jeu, etc. Et des vérités vont sortir, que des personnages vont assumer ou pas, etc. Mais que la vérité n'est pas un état de choses, et il suffirait de poser dessus les mots ou la caméra, ou ce qu'on voudra, pour l'exhiber. Il faut vraiment la produire, au sens où les juges disent qu'il faut produire des preuves, etc. Et que c'est une expérience. Voilà. Et ici, comme il se coupe lui-même très vite de toute expérience, si ce n'est en circuit fermé, la fin est proche. D'autres questions? Oui? Je ne connais pas bien ce cinéma-là, mais l'acteur, qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'est rien devenu du tout. D'ailleurs, Jim McBride lui-même a fait... oui, mais enfin, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait en 89, je crois, Great Ball of Fire, sur Jerry Lee Lewis. Et puis, en 83, il a fait un remake de À bout de souffle, de Godard. Je suppose que Godard était évidemment assez malin pour négocier le scénario, qui est presque quand même très pauvre. Hein. Parce que ce film, À bout de souffle, n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue scénaristique. Donc il a acheté un label, À bout de souffle, hein, comme font beaucoup de marques aujourd'hui, on rachète un label, et il en a fait un film consternant. C'est-à-dire qu'un film dans lequel il n'y a absolument rien. C'est Richard Gere qui joue le rôle principal de Belmondo, et c'est un film complètement standard, évidemment, qui n'a strictement aucun intérêt, comme on pouvait s'y attendre, comme Godard en était sûr, mais je pense que Godard a réussi à se faire quelques sous grâce à cette affaire, ce qui n'est quand même pas à négliger. Oui. Moi, je me fais un peu documentaire londonien. Ah bah c'est bien. Et j'ai vu qu'on lui avait demandé d'associer ce film-là, le journal de Demain, à un autre pour faire longueur. Parce que oui, c'est le court-métrage qui est sur le DVD. Il s'appelle My Girlfriend's Wedding. Ah oui, donc là, Qui est très intéressant, c'est une chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Il a filmé le mariage de sa petite amie. rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça, c'est en couleur. C'est pas très bon comme image, mais bon. Mais c'est très intéressant parce que ça commence par un portrait de cette fille anglaise. Il lui demande de vider son sac et puis elle commente tous ses objets, etc. Bon, c'est des choses qui ont été reprises après dans des tas d'autres films. Et là, on est à l'opposé de ça. C'est-à-dire que c'est un vrai documentaire qui semble être une fiction. Mais il filme vraiment le mariage de sa petite amie avec un copain à lui. C'est ce qu'on appelait les mariages blancs pour qu'elle puisse travailler aux États-Unis, rester aux États-Unis. Hein? Et d'ailleurs, à la sortie du mariage, elle se jette dans les bras de Jim McBride. Pas du mari, qui est là en costume blanc. Et c'est un court-métrage aussi assez ironique. Hein? Et c'est vrai que c'est très intéressant de les voir ensemble. Acheter le DVD en
plus, il y a une interview de moi de 30 minutes, absolument formidable. 15 €. 15 euros. Et non, c'est vraiment l'esprit de l'époque. C'est pour ça que voir les deux films, c'est passionnant ensemble. Ça donne vraiment une image réflexive et ironique des enjeux du cinéma de l'époque. My Girlfriend's Wedding. Oui, je citais Wim Wenders tout à l'heure, qui lui se pose le problème dans l'état des choses. Est-ce qu'on peut construire un film sans scénario, mais il dit autre chose, complètement différent d'ici, uniquement sur l'espace entre les personnages, comme faisait Bresson. Voilà, c'est un enjeu. L'enjeu, c'est la caméra se déclenche et la vie coule à côté. Alors comment faire pour que la fiction puisse rejoindre la vie, pour que le documentaire puisse attraper du vivant et pas du déjà cuit? Ça reste un enjeu éternel, pas seulement du cinéma, de l'art en général. C'est vrai du romancier comme du peintre. Et c'est peut-être un enjeu encore plus vif ou plus frappant au cinéma. Parce que c'est jusqu'à quel point ça saisit la vie ou pas, mais ça se double d'une autre question. Jusqu'à quel point j'y crois ou pas. Et nos registres de croyances peuvent être très complexes. Ici, on arrive à croire à ce faux documentaire qui n'est pas non plus une vraie fiction, mais qui, etc. Bien sûr qu'il y a une mise en abîme complète, hein, c'est pour ça que je vous le montre, hein, à cause ici le placement de la caméra est choisi une fois pour toutes, c'est Diary. Mais à la fin, c'est lui qui demande à la caméra qu'est-ce que tu me veux. Et puis il dit j'y suis pas arrivé. Je suis pas arrivé à faire en sorte que la caméra dise quelque chose de plus. Je suis pas arrivé à faire surgir un sens à ma vie ou une vérité quelconque. Je me suis abîmé dans le banal et l'ordinaire. Mais ça aussi, c'est un propos, c'est un grand questionnement de l'art moderne. Comment est-ce qu'on fait de l'art avec de l'ordinaire? Est-ce qu'on fait plus des mythes et des contes? Au début, il dit, bon, alors c'est une histoire, non, c'est un conte de fées. Enfin, mais ce cinéma-là, il irrigue absolument tout le cinéma d'aujourd'hui. Les caméras portées, aujourd'hui, c'est à qui secourra le plus le cocotier. Hein. Alors Woody Allen, il nous a fait comme ça Mari et femme. Il y a la moitié de la salle qui sort vomir, si j'ose dire, parce qu'il a poussé tellement loin la caméra. Alors, il en a mis 3 couches, quoi, pour faire semblant de faire un documentaire. Mais bon, c'est très ironique aussi. Mais voilà. Déjà, Renoir se posait la question. Renoir, il a dit, bon, il va falloir en finir avec le trait de craie par terre et l'acteur qui vient se mettre là et qui récite son texte. Il va falloir faire des films comme on filme un match de boxe, Renoir, à la fin de sa vie. Cassavetes, qu'est-ce qu'il cherche? La première version de Shadows. Il dit c'était tellement expérimental qu'il n'y a que mon père qui a trouvé ça bien. Il a dit que c'était un film digne. Il n'a pas dit que c'était bien. Donc il l'a remonté complètement. Mais il y a aussi cette recherche. Hein. Il dit, moi seul connaissais le scénario. Le scénario était mon secret. Aucun acteur était au courant. Mais quand ils allaient manger, les acteurs gardaient leur nom qu'ils avaient dans le film, etc. C'est la recherche d'un cinéma d'interférence. C'est la recherche de... qu'est-ce que c'est l'interférence? C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est ce qui se passe justement pas là, que ce soit Rouch ou Kiarostami, avec des techniques complètement différentes, Rouch avec sa caméra baladeuse, qui est en interaction permanente avec les gens qui parlent à la caméra, etc., puis lui qui fait des commentaires par derrière, etc. Ou Kiarostami, qui me disait dans une interview, à l'époque il n'était pas encore très connu, il me disait, mais pourquoi voulez-vous absolument courir après le réel avec votre caméra? C'est très fatigant. Vous vous installez, vous choisissez votre cadre, vous posez votre caméra, vous vous asseyez et vous priez le réel de bien vouloir passer devant. C'est une autre manière de faire du cinéma. Mais tous ces cinéastes, ils jouent sur l'interférence que produit dans le monde réel le tournage. Le tournage va produire... C'est pour ça qu'ils utilisent certains personnages de fiction, mais pas tous. Par exemple, Route One de Kramer, on a Doc, qui est un personnage de fiction, parce que j'aimerais pas me faire diagnostiquer par lui, parce qu'il n'est pas du tout médecin. C'est Paul Makisak, acteur new-yorkais, ami de Kramer. Donc il est prétendument Doc, et il revient prétendument des guerres au Mozambique, ou je ne sais plus d'où. Hein.
Mais Doc, c'est le go-between. Tous les autres personnages du film sont des rencontres réelles, avec des gens réels. Et Doc, il sert de go-between entre le filmeur et les gens. Hein. Il se balade, il traverse toute l'Amérique, du nord au sud pratiquement. Et ce personnage sert de... C'est le voyageur. C'est celui qui va poser des questions, rencontrer des situations, vivre chez les gens, se lier d'amitié. Donc ce cinéma d'interférence, il est très très fort aujourd'hui. Il y a un cinéma d'ultra-fiction, trucage, etc. Bon, c'est un peu fatigant parce que ce qui est extraordinaire, c'est les millions qui sont mis là-dedans. Et quand vous en avez vu un, vous les avez tous vus. Il y a un épuisement qui est inversement proportionnel au budget, quoi. C'est pour ça que des films comme ça sont très inventifs. Parce que c'est fait avec 3 francs 50. Un disque son, c'est 25 cents. Donc ça a vraiment, comment dire, oui, ça a produit. Si vous voulez, 60, ça a été le moment où justement il y avait ces caméras. Vous vous rendez compte que tout ce que vous entendez avant 1960, il n'y a pas de son synchro. Donc la guerre, les boum-boum, les tranchées, les machins, etc., tout ça c'est du studio. Parce qu'on ne peut pas amener un camion sur le champ de bataille et puis enregistrer le son des obus et des mortiers. Donc 1960, ça a été une révolution où d'un seul coup on confluait la nouvelle vague en fiction et le cinéma direct qui est un peu singé ici. C'est pour ça que Godard dit sans arrêt que sans Rouge, il n'y aurait pas de Godard. C'est du 16. Et donc il y a toujours eu, et il y a encore à nouveau cette illusion de la caméra stylo. Hein? Si on a une caméra pas plus grande qu'un stylo et qui peut tout ça, on va saisir la vérité, on va saisir l'emmerdement. C'est quoi l'expression? Par contre, Oshima fait un film de sexe en 35 mm avec 10 personnes sur le plateau et les acteurs au travail, si je peux dire. Et il arrive à faire ce film incroyable, L'Empire des Sens, dans des conditions quasi hollywoodiennes, arriver à un film sur une intimité aussi poussée et aussi exhibée, qui soit un chef-d'œuvre et non pas un truc dérangeant ou pornographique, c'est quand même un record. Donc, la taille de la caméra, enfin je ne vais pas reprendre le discours de la dame à la Thunderbird, mais la taille de la caméra n'y est pas forcément pour quelque chose. Il y a toujours eu cette idée qu'on allait saisir la vie sur le vif et que ce serait formidable. Eh bien non. La vie sur le vif, si c'est pour redoubler l'ordinaire de la vie, il vaut mieux aller au café du coin, discuter autour d'un verre. Ça aussi, c'est un des trucs de la télé, quoi. La télé-réalité. Si notre réalité est à l'image de ce qu'est la télé-réalité, c'est bien triste. Et c'est très intéressant de voir à propos de télé-réalité, lisez le livre de... s'appelle le juriste qui a fait, c'est un juriste qui a fait un livre sur les cahiers des charges de ces émissions, où les acteurs ne sont pas reconnus comme acteurs, où il y a des défis aux droits des personnes. C'est intéressant de voir comment d'un seul coup une société transgresse le droit à l'image, parce que acteur c'est un statut spécifique, mais il ne voulait pas dire que c'était des acteurs puisque c'était des reality shows, etc. Donc il y a eu toute une polémique autour de ces événements-là. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce film aussi une tentative, comme il dit son ami, de capturer quelque chose? Il dit, tu attends quelque chose de magique, tu vas te mettre tout nu, il va se passer quelque chose. Donc c'est finalement presque comme la rencontre entre les sauvages et le premier objectif. Et il a dit qu'en se mettant devant cet objectif, il va capturer quelque chose de lui-même, en fait. Et ça, c'est assez beau. Oui, bien sûr. Le pari nous fascine. Mais ici, il montre qu'il ne marche pas. C'est une espèce de, comment dire, de coup de boomerang pour les illusions du cinéma vérité et du cinéma direct. Il dit, ta vie est un mauvais script. Peut-être la mienne serait plus... Peut-être qu'il n'avait pas assez fixé. I'm a good character. C'est rigolo. Mais voilà, ça veut dire que sans le grain de sel qui permet justement que de la réalité sortent des vérités partageables, que ce soit des vérités dramatiques ou des vérités historiques, il ne se passe rien. Ou alors dans l'autre sens, un peu comme dit Umberto Eco, il va passer le système, il va pas tellement dans la fiction. Du coup, c'est pas, oui, c'est voilà, pas crédible, il est à mi-chemin. On reste entre les deux. C'est ce que Max lui dit, au fond, bien sûr.
prendre une dernière question. Moi, je me posais une question sur ce que vous soulignez tout à l'heure, les lieux du soir. Je me demandais si c'était vraiment filmé par le même metteur en scène à ce moment-là, parce qu'ils sont tous habillés avec des manteaux de fourrure et je sais pas quoi. C'est l'hiver. Et un 26 juillet à New York. Ah, vous avez raison. Oui. Bah, il a dû faire ça à un tout autre moment, oui, c'est sûr que... Ah si, dernière remarque très importante, vous m'y faites penser. Ce qui signe le solipsisme du film, c'est que ce sont des plans séquences souvent fixes, parfois bougés, mais des plans séquences non coupés. C'est qu'il n'y a jamais la figure de base que je décrivais tout à l'heure comme le fondement de la construction d'un espace de cohabitation qui est le champ contre champ. Le seul contre-champ qu'on a sur lui, c'est quand il lui demande à elle de prendre une photo de lui. C'est donc même pas un... Et puis, évidemment, c'est la scène avec la dame à la Soderbergh, qui elle en a rien à foutre. Elle dit, mais de toute façon, ton truc, il tourne même pas, etc. Et t'es sûr que tu veux pas tirer un coup, parce que là, on s'ennuie, quoi, etc. Elle est les deux pieds dans la vie. Et c'est extraordinaire, cette scène, parce qu'elle n'était absolument pas préméditée. C'est sûr qu'elle... Pardon ? Il y a une forme de contre-champ avec le miroir, il parle de ce qu'il veut. Oui, mais c'est lui-même. Oui, absolument. Absolument, oui, oui. Voilà, exactement. C'est un contre-champ qui n'en est pas un, justement, qui en renferme encore plus le champ. Donc voilà, c'est cette figure majeure qui permet... C'est ce que dit Jacomon, le tourniquet, champ contre champ, puis vision extérieure en caméra objective des deux personnages. C'est la base du cinéma, c'est le tourniquet des regards. Et le fait que nous comprenions ça immédiatement, tout petit, ça commence très vite chez les gosses, ça révèle quelque chose de très profond sur notre psychologie et le passage par l'autre. Je est un autre, tout le monde le sait. Merci beaucoup François Binet.